Alors, on démarre tout de suite. Déjà, pourquoi j'ai demandé à Fabrice d'intervenir? Enfin, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, partout, c'est l'un des seuls qui avait une parole sensée. Il n'a pas pris de parti pour l'un ou pour l'autre. De toute façon, il n'y a pas de parti à prendre face à des drames. Mais c'est la seule personne qui avait gardé sa raison. Et ça, on a pu le voir aussi à la période du pass sanitaire où tout le monde avait perdu la boule. Et d'ailleurs, on se rend compte à l'heure actuelle qu'il y en a beaucoup qui commencent à revenir sur leurs propos et se dire bon, c'est vrai qu'on a un peu abusé, etc. Alors que il y a 2 ans, c'était limite, fallait ouvrir les goulags. Donc il y a un moment, ceux qui avaient un peu de raison, faut les écouter et les fois suivantes aussi. Bref, euh, alors, il y aura pas mal enfin, il y a des questions ou parfois c'est juste des réflexions. Vous pouvez rebondir dessus ou pas du tout. Euh, donc déjà, est-ce que vous pensez que les stars doivent prendre position? On a vu ces polémiques-là où souvent on demande aux footballeurs, aux ci ou ça, de faire un tweet. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Oh, j'ai envie de vous dire, je m'en fous complètement, en fait. Complètement. Dire mais c'est vraiment l'ultime de mes soucis. Ils font exactement ce qu'ils veulent, c'est leur problème. C'est vrai qu'on peut s'étonner en ce que, ils sont prompts à réagir sur tout et sur n'importe quoi et finalement, dès que le sujet devient sensible, hop, tout le monde se planque. Maintenant, heu, je vais vous dire, quand ils parlent, je m'en fous. Alors quand ils se taisent, je m'en fous aussi, en fait. C'est c'est évident, c'est ça. Non mais ouais, non, y a rien de plus à dire. C'est vrai que on attend comme s'il y avait une importance à les écouter, mais au final, c'est Mais je vais vous dire, en toute honnêteté, heu, je sais pas, c'est compliqué cette question. Qui faut-il écouter? Qui a encore une légitimité à parler? C'est pas simple comme question. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que tout le monde parle trop. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait juste se taire et tomber à genoux devant le drame qu'on est en train de vivre, devant le drame qu'ont vécu les Israéliens, devant le drame que subissent les Palestiniens aujourd'hui et hier. Hier au sens, vous l'avez compris, intemporel. mmh, On n'oublie pas quand même que, enfin, voilà, Israël subit le terrorisme, c'est incontestable et j'ai peine à comprendre pourquoi certains, ont du mal à le dire. C'est vrai, mais de l'autre, on peut pas nier que ce qui se passe dans la bande de Gaza en particulier, depuis maintenant, des décennies, est, l'incarnation de l'horreur et qu'au fond, qui de nous voudrait vivre là-bas? C'est une question qui est importante quand même. mmh, Heu, c'est pas il me semble pas que ce soit de l'antisémitisme que de venir, heu, dire que les conditions de vie dans la bande de Gaza sont inhumaines, d'un côté, et de l'autre sont le terreau de la radicalisation de l'autre, en fait. Tout c'est tout ça. ça, une fois qu'on a dit ça, bah, il y a plus qu'à se taire et tomber à genoux et prier, au fond, pour que la paix revienne si elle peut re si tant est qu'elle puisse revenir un jour. Mmh, c'est ça. Alors ça, j'ai moi un peu mon idée là-dessus. Ça sera une question qui sera un peu plus tard. Enfin, c'est pour moi, les politiques ont beaucoup de responsabilités parce qu'ils utilisent certains drames pour leur propre intérêt et ils exacerbent les tensions pour leur intérêt. Mais ça, je vais poser la question un peu plus tard et je pense que certaines situations auraient pu être réglées depuis bien longtemps, mais ça peut arranger certains que ça reste comme ça. J'ai une question qui est un peu plus technique. Est-ce que Israël et surtout la Palestine ont le droit d'exister au niveau du droit? Et c'est quoi un État? Ouh là! Un État en droit international public, ça se définit traditionnellement par 3 critères: une population, un gouvernement, un territoire et il y en a un premier sur lequel il y en a un quatrième qui est en fait premier sur lequel je reviendrai. Une population, la notion de en fait, ce que Ernest Renan appelait, finalement la nation, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une population qui est, marquée par l'unité de la langue,
par, une communauté, suffisamment homogène pour vivre ensemble, ça c'est la notion de population. Est-ce qu'il y a une population? Est-ce qu'il y a un territoire? La notion de frontière, elle est importante. Heu, est-ce qu'il y a on peut, continu ou discontinu? Est-ce qu'il y a, en troisième lieu, un gouvernement? C'est-à-dire, au fond, une, autonomie et on verra que à pas confondre avec la souveraineté dont je vais parler. Est-ce que Israël a une population? Oui. Oui, mais alors, je vais vous dire, oui et non, c'est compliqué comme question. En fait, Israël, originellement, avait pas de population. La population Mmh. israélienne, elle était, dispersée dans le monde. C'est précisément le retour, on a créé un État ex nihilo, je fais fi je ne dis pas je viens pas dire que c'est à tort ou à raison, je viens pas expliquer l'histoire, je dis qu'à un moment donné, en droit international, on a décidé que, on a décidé que les juifs du monde entier allaient se rassembler autour de dans une terre qui était la terre d'Israël et à ce titre, on a donné un territoire à une population et on a dit: «Sur ce territoire et sur cette population, il y aura un gouvernement». C'est comme ça que ça s'est créé Israël. Mmh. Dire en droit international, c'est comme ça que ça s'est créé. Que historiquement, philosophiquement, tout ça, c'est autre chose. Mais juridiquement, à un moment, j'ai envie de dire, avant d'exister, il n'existait pas. Et donc, à un moment, on a donné un territoire à une population et on a donné un gouvernement sur ce territoire. Et donc on a dit: Ça s'appelle un État». Oui, mais là où ça m'embarrasse, c'est qu'en droit international public, on a tendance à considérer que l'État est une notion de fait avant d'être une notion de droit. C'est-à-dire qu'elle se constate. Mmh. Elle ne se crée pas tant qu'elle se constate finalement. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait considérer que la Palestine est bien un État. Au sens où il y a une population, c'est indéniable, il y a un territoire, c'est indéniable et il y a un gouvernement, c'est indéniable. Alors évidemment, la po la le territoire, on vous dit: «Pas tout à fait, parce que finalement la délimitation est pas claire». Bah, oui et non, parce qu'en fait la fameuse ligne verte, qui est, celle qui résulte, notamment, et bien de l'armistice, de 49 de mémoire, eh bien, a toujours été considérée par la Cour de justice internationale comme délimitant les frontières et au passage, la population ne fait guère de doute et le gouvernement, on voit qu'il y en a un puisqu'il y a des élections. Évidemment, il reste, le problème de la souveraineté. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait une souveraineté. C'est-à-dire qu'au fond, il faut qu'il y ait une pleine indépendance, il faut qu'il y ait, c'est Rousseau, hein, qui parle de ça, et qui dit, en fait, il faut qu'il n'y ait personne au-dessus. On parle du Dieu souverain quelque part et ben, on parle de l'État souverain. Il faut qu'il y ait une pleine indépendance et une égalité par rapport aux autres et c'est là-dessus où ça pose un problème. Pour nier l'existence d'un État palestinien, Israël vous dit, heu: «Écoutez, il n'a pas de souveraineté, il n'a qu'effectivement au terme des accords, que nous avons signés, au terme des traités ainsi signés, ils n'ont qu'une autonomie et pas une souveraineté. Sauf que, ce qui est embarrassant dans cette formule, c'est que 170 États, ont reconnu la Palestine comme un État. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, la Palestine a été reconnue par une partie de la communauté internationale comme un État. Elle a tendance, au gré des arrêts de la Cour de justice internationale, au regard des avis, ou plutôt, d'être considérée comme un État et elle siège, en tant qu'observateur au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas un paradoxe qui consiste à dire que d'un côté, il n'y avait pas d'État, il n'y avait aucune composante de l'État et on l'a créé, espèce de fait de l'homme, fait du gouvernement qui dit: «Voilà, tu t'appelleras État» et dans la Genèse, Dieu crée et vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, espèce de pouvoir créateur de la communauté internationale qui dit: «Toi, là, on prend un territoire, on met des gens dessus
c'est un État. C'est un peu ce qu'ont fait les États-Unis d'ailleurs. Heu et de l'autre, il y a une communauté préexistante qui était là et qui a toutes les caractéristiques de l'État et on lui dit: «Bah non, tu n'es plus un État maintenant. Tu n'es plus un État parce que si ma volonté crée, ma volonté peut également décréer quelque part, c'est-à-dire peut détruire». C'est compliqué comme question. Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'auteurs de droit international public, de pas mal d'auteurs pour le coup, tendent à considérer que la Palestine est un État. Mmh. Voilà, moi je et que Jérusalem, Israël est un État, ça a pas de OK, mais que, heu, mais que la Palestine est un État. Que OK. Israël ne veut pas le reconnaître, mais il n'en a pas moins que c'est un État. OK. C'est ce que disent, en tout cas, un certain nombre, de professeurs, la doctrine en droit international public. Moi, j'en suis là après, je peux pas vous dire je peux pas vous dire Alors grand-chose. il y aura des questions qui sont plus pointues que d'autres un peu plus légères. Est-ce que vous avez, par curiosité, est-ce que vous avez déjà visité Jérusalem? Eh bien, figurez-vous que c'est assez marrant ce que vous dites, parce que non, mais que précisément, c'était dans mes projets dans les 2 mois qui viennent. Je vais raté, Évitez quand même voilà, raté. et Vous rigolez, mais c'est vrai. Ça m'agace au moins pour ça, c'est que j'avais prévu de longue date, d'y aller, simplement j'ai reculé, j'ai reculé, j'ai reculé, je devais y aller cet été et là, on s'était dit avec mon épouse, on s'est dit: «Bah, quand même» parce que bon, Jérusalem, pour le chrétien, c'est quand même bon, voilà, quoi. Heu et voilà et je trouve ça profondément triste. c'est ça. C'est vrai que c'est surtout ce lieu-là, mais bon, après c'est particulier, mais c'est vrai que c'est dommage. Est-ce que vous avez subi des critiques sur vos propos récents? Oui, oui, Ouais, ça c'est oui, des critiques, alors évidemment sur les réseaux sociaux, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave. Enfin, c'est pas le plus grave, c'est comme ça. Mais je suis étonné parce que des gens m'appellent, gens que je connais, des copains que j'ai pas vus depuis 10 ans pour certains, c'est très drôle, m'appellent pour me dire: «Non mais attends, tu pousses un peu là, à soutenir le terrorisme». J'ai dit: «Mais moi?» enfin je non mais c'est blessant presque en fait de dire ça. Hem, c'est blessant de dire ça, bien sûr que non. Dire enfin, tu minimises ce qui s'est passé en Israël. Moi, mais je minimise absolument rien. Je veux dire, mais pas du tout. Enfin, qui oserait faire ça? Bien sûr que non, ça pourrait être nos enfants. Là-bas, c'est enfin, je veux dire, mais bien sûr que non. Mais simplement, c'est vrai aussi que les enfants de la bande de Gaza pourraient être aussi mes enfants, quoi. Je veux dire, c'est et que je suis pas capable de faire une différence dans la vie des hommes. C'est comme ça. et je pense que c'est ça le gros souci des gens, c'est leur, alors forcément qu'on a tous une certaine sensibilité avec, nos origines, notre religion et cetera, Eh ben, mais ah, s attendez, mais ça ne doit pardon, mais pas. c'est intéressant ce que vous dites. Moi, si vous me posez la question, j'ai une sensibilité particulière à l'égard des juifs. Vraiment. C'est-à-dire que je suis plus proche, philosophiquement, religieusement, historiquement, du peuple juif finalement que des musulmans. Pourquoi? Bah, parce que, précisément, ils sont ce que Jean-Paul II appelait nos frères aînés dans la foi et il Mmh. y a une forme, je ne sais pas si le mot fascination est juste, mais employons-le, une forme de fascination pour le peuple juif, qui est le peuple à qui Dieu a parlé en premier, et je trouve ça assez fascinant. On est bercé le chrétien, le Christ était juif, quoi, heu c'est vrai, vraiment, Ouais, c'est je veux dire, bah, en fait, heu, j'allais dire une question, enfin, tout à l'heure, je voulais la poser, mais j'allais dire, pour, quelqu'un qui, soi-disant, serait antisémite, surtout pour un chrétien, alors que Jésus est juif, c'est quand même, bien, le chrétien peut pas être antisémite. Le chrétien peut pas être antisémite. Mais bref, cependant, hem, comment je vais vous dire? Ce qui me fascine, c'est que dans ma foi, dans l'histoire des prophètes, on ne les interprète pas de la même façon avec les juifs, j'ai l'impression parfois. En ce que, ce qui m'a fasciné dans cette pédagogie divine, dans cette pédagogie biblique, c'est l'universalité du salut. C'est-à-dire qu'au fond, la grande nouveauté des prophètes, je pense à Isaïe, je pense, à Jérémie, je pense aux grands prophètes et ben, au fond, c'est cette universalité du projet de Dieu. C'est qu'à un moment, Dieu cesse
de faire une distinction entre les hommes et appelle par ses prophètes à un bonheur pour tous les hommes. Et c'est pas une révélation chrétienne ça, ça c'est quelque chose qui est pré-chrétien. Et donc, je peux pas, si vous voulez, faire de différence entre la vie des hommes. Toute ma culture, tout ce que je suis, fait que je souffre avec le peuple russe, avec le peuple ukrainien. Je souffre avec, le peuple arménien, je souffre avec, le peuple palestinien et les civils israéliens, évidemment victimes de la barbarie et du terrorisme. Heu et donc je comprends pas, en fait, que ça fasse un sujet. Je comprends pas que ça fasse un débat et je suis extrêmement peiné de voir que des chrétiens, finalement, prennent une espèce de fait et cause pour Israël comme si ça allait de soi. Comme si c'était naturel, comme si c'était évident. Mais enfin, c'est tout sauf évident. Ce que fait Israël en Palestine, les mots, indépendamment même de ce qu'il fait, mais ce qu'il dit est absolument inadmissible. Enfin, il faut être honnête et il faut dire les choses. On peut pas faire ça. On A peut pas dire ça. après il y a chrétiens et chrétiens, il y a juifs et juifs, il y a musulmans et musulmans. J'ai pu voir Bien moi sûr, des vidéos de rabbins en Israël qui cachaient dans leur synagogue des, Palestiniens, parce qu'ils allaient se faire, après ils se sont quand même fait attraper par l'armée. Donc de tout temps, voilà, il y a des gens qui au nom d'une religion vont faire des actes atroces et les vrais croyants de cette religion vont protéger. Ça c'est connu, hein, donc c'est comme en ça. tout Mais cas, ce que je sais, c'est que si vous me demandez mon avis, il vaut ce qu'il vaut, hein, heu, mais on n'arrivera jamais à la paix dans cette région tant que la Palestine ne sera pas un État. je suis d'accord. Après moi, bon, j'ai une vision beaucoup plus pessimiste de l'avenir du monde Oui, ça d'accord, mais et en tout cas, si on a une chance, disons ça comme ça, si on a une chance pour qu'on puisse avoir la paix dans cette région, il faut absolument enfin, on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas 2 États. bah, idéalement, c'est que, Israël fasse marche arrière et demande aux nations du monde et les pays voisins et cetera, de livrer les coupables et en échange, ça pourrait être mais bon, on sait très bien que ça se passera pas comme ça. De Mais, toute façon, je pense que personne ne la veut cette paix. je pense aussi et après, moi, j'ai aussi une vision aussi qui est ben, je suis croyant et Heu, on vit une période entre guillemets «de fin des temps», tout en tout cas pour nous, on le considère et la Bah, situation ne fera que de s'aggraver pour moi. vous savez, Donc période de fin des temps, les apôtres pensaient que pensaient que le Christ allait revenir, de leur vivant, hein. Les premières communautés chrétiennes, elles pensaient que finalement l'eschatologie, c'était voilà. Maintenant ce qui est vrai, c'est qu'on a quelque chose le problème c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement. Le fait est que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes et que nous avons, 2 réalités qui se confrontent et qui s'affrontent. Nous avons une réalité eschatologique, qui est une réalité, mystagogique en fait, et mmh, nous avons une réalité qui est une réalité bien humaine. Et le fait est que tant que nous vivrons sur cette planète et tant que nous serons là, il nous appartient, en fait, de vivre des réalités humaines et en particulier de cultiver la paix, entre les nations. Le problème, c'est que pour moi, c'est très compliqué de dire ça parce que moi, je suis baigné, à Pacem in Terris, qui est vraiment la grande encyclique de paix de Jean XXIII, qu'il a écrit pendant la guerre froide et qui considère toute cette encyclique, elle vise, donc paix sur la terre, à considérer que la paix est un don de Dieu. Et donc, comment je fais pour appeler à la paix entre les hommes, indépendamment de cette vision mystagogique dont je vous parlais il y a un instant? C'est un peu compliqué ce que je dis, mais ce que j'essaye de dire, c'est que ma vision des choses, elle est compliquée parce que je crois qu'il y a un grand paradoxe si vous regardez en Israël et en Palestine, plus particulièrement en Israël, mais je pense que c'est vrai en Palestine aussi, c'est la disons-le comme ça, c'est la terre sainte. mmh. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre sainte. Il n'en existe
pas d'autres. Évidemment, pour les musulmans, il y a, la Mecque, mais c'est autre chose. Mmh. Heu, il n'existe pas, au fond, de terre aussi symbolique que la terre d'Israël, la terre de Palestine, c'est une évidence. Et donc c'est très curieux de considérer que cette terre sainte, elle est le lieu de tous les affrontements, alors qu'elle devrait être, finalement, le lieu de la paix. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais bon, après, moi je dirais que cette terre-là, c'est particulier, hein, c'est comme, au temps des croisades et cetera. Il y a parfois quand on ne respecte pas les autres, justement parce que c'est un lieu ça peut être effectivement un lieu de paix, mais de tension. Il y a eu des croisades qui ont commencé justement, par exemple, quand il y avait un gouverneur, musulman qui empêchait les chrétiens de pouvoir accéder aux lieux saints. Ça a créé beaucoup de tensions, donc c'est une zone sensible. Mais bon, passons. Heu, Comment expliquez-vous qu'en France, il est interdit de manifester, des manifestations pro-Palestine, et de critiquer Israël, alors qu'en Israël même, il y a des ça chauffe, il y a des manifestations contre le gouvernement, on a pu voir pas mal. C'est-à-dire c'est très critique. À l'heure actuelle, aucun ministre ne peut sortir parce que c'est-à-dire qu'il ne et comment ça se fait qu'il y a plus, j'ai l'impression, de liberté d'expression en Israël alors qu'en France, il y a c'est sensible. Vous dites 2 choses, à mon avis, différentes. Vous dites, heu, c'est une bonne question d'ailleurs. Est-ce que si demain matin j'organisais une manifestation contre, l'occupation, israélienne, en terre sainte par exemple, et qui ne serait donc pas une manifestation pro-palestinienne en tant que telle, Mmh. mais une manifestation contre Israël, est-ce que ou une manifestation pour la paix au Proche-Orient, est-ce qu'elle serait interdite? C'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Quant effectivement à la France qui interdit les manifestations pro-palestiniennes, cette question elle est compliquée. Elle est compliquée parce que d'abord, si vous voulez mon avis, je me suis battu 2 ans, 3 ans pour la liberté, c'est pas pour qu'effectivement à la première occasion, je dise: «Il faut interdire la manifestation». Il en est absolument hors de question. Mmh. D'abord, je ne fais pas d'amalgame entre le Hamas, qui est bien une organisation terroriste, c'est reconnu comme tel, avec la Palestine et l'autorité palestinienne. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas franchir des frontières, sauf à se faire fusiller légitimement quand même. On ne peut pas comparer, on ne Mmh. peut pas dire, que tous les Palestiniens, sont du Hamas et on ne peut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes. Il y a des choses qu'il faut quand même à un moment donné, il faut bien séparer les choses, sinon on n'y arrive pas, quoi. Et donc le problème, c'est que le gouvernement, lorsqu'il interdit les manifs pro-palestiniennes, il envoie un signal que je trouve d'une extrême dangerosité. Il envoie un signal dangereux à finalement, en favorisant la montée d'un racisme et en favorisant, potentiellement, la montée d'un terrorisme chez des gens à moitié déglingués, qui se réclament de l'islam. Je m'explique. Si je comprends bien, enfin je comprends bien, on est d'accord que le Hamas ne représente pas la Palestine. L'autorité palestinienne, elle a un président et les choses sont très claires. Bien. Lorsque, on manifeste pas pour le Hamas. On manifeste contre la colonisation israélienne en Palestine et pour le respect des droits de l'homme en Palestine et pour un État palestinien. Bien. Mais si je l'interdis, en considérant que c'est un appel au terrorisme, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je fais une assimilation entre Palestine et terrorisme et je dis: «Tous les Palestiniens étant des terroristes», c'est le syllogisme, j'interdis une manifestation contre le terrorisme. Or, tous les Palestiniens sont des terroristes, donc j'interdis une manifestation pour la Palestine. Est-ce que vous vous rendez compte de l'amalgame que c'est et du signal qu'on envoie? D'un côté, j'envoie un signal très fort à l'extrême droite, en disant: «Vous voyez bien, finalement, le gouvernement lui-même se rallie à l'idée selon laquelle les musulmans, en tout cas majoritairement, sont pro-palestiniens
et sont donc pro-terroristes. Donc les musulmans approuvent le terrorisme, islamique. C'est comme ça que ça se passe. Deuxième réalité, qui moi me choque, me gêne, beh, il envoie quoi comme signal aux musulmans et plus particulièrement aux musulmans qui ne demandent qu'à se radicaliser? Et disons-le autrement, qu'est-ce qu'il envoie comme signal aux aux gamins un peu paumés qui viennent se faire démarcher par des musulmans qui, eux, savent très bien ce qu'ils font, par des islamistes, plus exactement, qui savent très bien ce qu'ils font et des islamistes radicaux et qui viennent leur dire: «Tu as vu ton gouvernement là? Tu as vu un peu? La Palestine, on n'est pas terroriste en Palestine. Tu dis qu'effectivement» il te dit ton gouvernement que l'islam, c'est pas le problème. Non, il te dit: «C'est les terroristes le problème». Mais dis-moi, les Palestiniens, ils sont terroristes? Tous? Non. Pourtant, il interdit le manif, pour la Palestine parce qu'il dit: «Il faut interdire les manifs contre le terrorisme». Tu vois? Finalement, pour ton gouvernement, l'islam, c'est le terrorisme. Eh ben, allez-y, quand vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, que vous êtes déjà un peu, un petit peu, voilà, que vous Mmh. sentez bien qu'il y a un truc qui va pas là en Palestine, que vous vous sentez proche. Je vous disais tout à l'heure que je me sens plus proche des juifs que des musulmans, mais c'est légitime que des musulmans français sont plus proches de la Palestine que d'Israël en soi. Mmh. C'est pas un crime, faire. Heu et donc, à ce titre, vous imaginez ce que vous faites là? Eh ben, vous faites exactement le berceau et le terreau du terrorisme et vous venez d'ouvrir grand les portes aux islamistes en disant: «Allez, je vous offre tous nos jeunes». C'est exactement ça. C'est véritablement ça. Et est-ce que vous pensez que c'est au niveau des politiques, c'est fait exprès ou c'est juste des incompétents totales? Est-ce que derrière, il y a pas une visée politique, électorale de Je pense qu'on ne maîtrise plus rien. Je pense que vous êtes dans un gouvernement qui ne maîtrise plus rien. Plus rien. Il a plus aucune prise sur rien. Je veux dire, vous avez affaire à l'image qui me vient, c'est des moustiques, ou ce que vous voulez, des insectes qui se contre la tête, quoi. C'est-à-dire que plus rien. Ces gouvernements d'Europe ne maîtrisent plus rien. C'est-à-dire que et le gouvernement français en particulier, il ne il n'a je pense qu'il ne réfléchit même plus, en fait. Il n'est plus capable de réfléchir, heu et qu'il n'a plus personne pour le conseiller, en fait et qu'on voit bien l'évolution du discours d'Emmanuel Macron sur cette question. Au départ, il y a un soutien inconditionnel à Israël et puis progressivement, on voit que son discours se se se, s'adoucit. Oui, alors il faut qu'il respecte le droit international, il faut quand même bon, on est plus sur un soutien inconditionnel. Mais enfin, c'était évident dès le départ. Sauf qu'à un moment donné, je crois que ce gouvernement, comme dans le Covid, n'a aucune idée de ce qu'est qu'une gestion de crise. Il ne sait pas faire autre chose qu'interdire. Si vous voulez, je crois vraiment que et c'est mon combat finalement, qu'on ne combat pas une épidémie en limitant les libertés publiques. Mais je l'ai déjà dit, on ne combat pas le terrorisme en limitant les libertés publiques. Ça ne marche pas ça. Ceux qui l'ont fait, c'est les Américains, dans le Patriot Act et ça a foiré. mmh, Ça a été une ignominie le Patriot Act. On mmh, le sait aujourd'hui et donc, on le savait déjà à l'époque, mais on le sait aujourd'hui et donc simplement, c'est beaucoup plus facile de limiter les libertés publiques parce que c'est consensuel. Si demain matin je vous dis: «Attendez monsieur, pour vous protéger du terrorisme, quand même, vous acceptez quand même l'idée qu'il faille, montrer vos sacs à l'entrée des magasins, des gares, que vous ayez une reconnaissance faciale, deuxième étape». Vous allez dire: «Oui, une surveillance monsieur par drone, quand même pour lutter contre le terrorisme, c'est pas grand-chose». Bien sûr monsieur, bien sûr, oui, c'est comme ça. Parce que les gens sont prêts à sacrifier leur liberté pour un peu de sécurité, pour un peu d'ordre public, pour un peu de santé publique. Mais la vérité, c'est que ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est un cache-misère ce truc. Interdire une manif, c'est un cache-misère. Mettre des portiques de sécurité dans un lycée, c'est du cache-misère, ça marche pas. Ça marche pas! Si vous voulez lutter contre le terrorisme, vous avez alors à prendre les choses de façon globale. Vous avez à avoir une politique de renseignement, vous allez avoir une politique d'immigration, vous allez avoir une politique de enfin plein de choses qui sont entremêlées. Mais mmh, on n'a pas ça, parce qu'on n'est plus capable d'avoir ça. Parce c'est qu'on a ça. affaire à des abrutis finis. Alors d'aucuns disent: «Non, ils sont particulièrement intelligents». Non mais je crois oui, bien sûr, peut-être.
Mais alors les abrutis finis, c'est ceux qui pensent dans ces cas, il y a forcément un abruti dans l'histoire, celui qui le fait ou celui qui y croit.